En attendant ces ouragans, une commune haïtienne subit déjà des inondations. Plusieurs communes, même dans le nord, sont sous les eaux, mais ce n'est pas dû à une catastrophe naturelle. Au-dessus de la ville de Dédune, le barrage hydroélectrique de Péligre à Mirmalais est sous le contrôle des gangs armés depuis plusieurs semaines. Pour forcer l'État à agir, des habitants ont fait arrêter le fonctionnement du barrage, ce qui a créé déjà des pannes géantes dans la capitale, Port-au-Prince, et donc des inondations dans les zones en aval. La localité la plus touchée est Modèle, section communale de Dédune, dans le Bas-Artibonite. Dossier signé Ronel Paul. Dans la nuit du 19 mai, vers minuit, plusieurs sections communales de Dédune, dont celle de Modèle, se retrouvent brusquement sous l'eau. Onsira Célestin et ses 5 enfants ont été réveillés en sursaut. L'eau avait envahi leur maison sans qu'aucune pluie ne soit tombée. En pleine nuit, sans comprendre ce qui se passait, ils ont été forcés de passer la nuit à la Belle Étoile. Ma maison est complètement inondée. Quand j'ai vu que l'eau ne faisait que monter, je suis sortie avec les enfants. On s'est réfugiés dans un coin un peu plus en hauteur, à l'extérieur. On a passé la nuit ici, à la merci des moustiques. Le lendemain, on est allé chez une de mes sœurs. Comme Onsira, l'inondation a surpris toute la population. Dans la commune, c'était la panique totale. Benoît Danastor et sa famille ont tenté de faire face, tant bien que mal. Personne ne savait où aller. Avec ma femme et mes enfants, on tournait en rond. Il n'y avait personne à qui demander de l'aide. Alors j'ai pris un récipient et j'ai commencé à évacuer l'eau. Plus tard, avec d'autres habitants, on a creusé des brèches pour que l'eau s'écoule. J'ai marché toute la nuit, je me suis blessé avec des morceaux de bouteilles. Et ce n'est pas tout, je venais de semer plusieurs parcelles de riz. Tout est détruit. Mais les dégâts matériels sont considérables. Des organisations paysannes rapportent des pertes massives de bétail, de riz stocké dans les moulins et des plantations totalement inondées. Wanse Deneus, un jeune activiste politique impliqué dans les actions agricoles de la région, dénonce l'inaction des autorités. Plusieurs maisons sont endommagées, des bêtes sont mortes ou portées disparues, les plantations de riz sont dévastées, les habitants sont livrés à eux-mêmes. Jusqu'à maintenant, aucune autorité n'est intervenue. Ce sont les citoyens eux-mêmes qui essaient de s'en sortir. En tant que citoyen engagé, j'ai rencontré des habitants pour discuter de solutions comme creuser des canaux. Mais du côté des autorités communales, on ne voit personne. Ou presque. La seule autorité présente depuis le début de la crise est Néhémie François, membre du conseil d'administration de la commune. Muni de son téléphone portable, il sillonne les quartiers, filmant l'étendue des dégâts causés par les eaux. Il dénonce un problème structurel qui aggrave les inondations dans la zone, notamment un pont construit depuis plus de 70 ans, devenu obsolète. Néhémie François. Nous avons un pont qui fait depuis en 1954. Nous avons un pont qui est là depuis 1954. Il est très bas. C'est à cause de ce pont que la zone est si vulnérable. Nous demandons aux autorités d'intervenir, de voir comment sortir la population de cette situation. Mais pour l'instant, on a besoin de matériel pour canaliser l'eau, assainir les quartiers et enlever les débris laissés par les eaux. Et ce n'est pas tout, alerte Néhémie François. Hormis leur bétail perdu et les plantations dévastées par le relâchement des eaux du barrage de Péligre, certains membres de la population sont aujourd'hui frappés par une autre menace, une épidémie de gratelle contractée après le contact prolongé avec les eaux stagnantes. Ronel Paul, RFI. RFI 9h14 à Port-au-Prince. Face à l'insécurité, aux pannes, à l'économie moribonde, de nombreux Haïtiens prennent la route de l'exil. Certains choisissent le pays voisin, la République dominicaine. Mais le pays a durci considérablement sa politique migratoire depuis plusieurs semaines. Depuis le 21 avril précisément, plus de 20 000 expulsions ont été organisées, parfois au mépris des normes internationales selon l'ONU. Certains ont même été arrêtés dans les hôpitaux, des femmes enceintes notamment. À l'occasion de la semaine de l'Amérique latine, RFI a reçu la visite du journaliste dominicain Miguel Sandoval. Il présente l'émission De Cara al Mundo sur Radio Funeglode, une radio partenaire de RFI. Théo Conscience lui a demandé comment il traite la question des migrants haïtiens dans son émission.
Avec l'augmentation de la violence en Haïti, la pression migratoire à la frontière avec la République dominicaine a elle aussi augmenté. Il est vrai que le gouvernement dominicain a radicalisé sa politique migratoire, mais dans une perspective de défense nationale. Le président Luis Abinader a expliqué devant les instances internationales que la République dominicaine n'a pas les moyens de résoudre les problèmes haïtiens. Il a appelé à ce que le Conseil de sécurité de l'ONU définisse le cadre d'une intervention qui puisse déboucher sur une transition pacifique durable en Haïti. La République dominicaine ne peut pas résoudre les problèmes haïtiens, mais ces problèmes ont des conséquences sur le territoire dominicain. Les déportations massives de migrants haïtiens ont suscité beaucoup de critiques, avec notamment des accusations de violation des droits humains. Comment traitez-vous ces questions sur Radio Funglode? Tous les pays ont le droit de faire respecter leurs lois migratoires, à condition de respecter les droits humains qui sont universels. Il y a des cas isolés de violation des droits humains et l'État dominicain doit prendre des sanctions. Il doit y avoir des conséquences pour les agents qui ne respectent pas le protocole de déportation, parfois parce qu'ils n'ont pas les outils ou les connaissances suffisantes, car ce sont des situations délicates. Mais il est indéniable que les Haïtiens sont des êtres humains qui sont victimes d'une situation qu'ils n'ont pas provoquée. La République dominicaine fait face au défi de défendre sa frontière et de continuer son processus de croissance qui attire aujourd'hui les migrants. La République dominicaine a une situation et un dynamisme particulier au niveau régional et cela provoque des flux migratoires que nous devons trouver le moyen de contrôler. Y eso motiva esa gran migración y hace que nosotros nos veamos con el desafío de poder contener un contrôle interesante. Mais les migrants haïtiens jouent aussi un rôle important dans l'économie dominicaine et dernièrement, l'augmentation des expulsions a entraîné des pénuries de main-d'œuvre dans certains secteurs. Así es. Se necesita una mano obrera. Absolument, la République dominicaine a besoin de main-d'œuvre. Il y a une remise à plat de la situation et certains secteurs vont en pâtir dans l'immédiat. Mais l'enjeu côté dominicain, c'est de mettre en place des règles claires. D'abord, pour garantir le 80-20 prévu par la Constitution, qui veut qu'au moins 80% des postes de chaque secteur soient occupés par des nationaux et les 20% restants par des étrangers. Il faut garantir cela et il faut que les Haïtiens puissent avoir des papiers en règle. C'est un grand enjeu. Partout dans le monde, quelle que soit la situation, les gens qui quittent un pays le font avec un document d'identité qui permet à l'État qui les reçoit de les identifier. Malheureusement, la situation en Haïti est si dramatique que plus de 90% des Haïtiens qui fuient leur pays arrivent en République dominicaine sans aucun papier, même pas un acte de naissance. Sur l'antenne de RFI lundi dernier, on a entendu le président de la Fédération dominicaine des commerçants plaider pour une régularisation des sans-papiers haïtiens. Lo correcto sería que el sector empresarial pueda identificar. Ce qu'il faudrait, c'est que le secteur entrepreneurial puisse identifier la quantité de main-d'œuvre dont il a besoin et qu'il se réunisse avec le gouvernement dominicain pour trouver un accord. Pour nous, la main-d'œuvre immigrée apporte toujours quelque chose au pays en voie de développement. Il y a l'exemple du Qatar qui, à un certain moment, s'est appuyé sur la main-d'œuvre pakistanaise et afghane pour développer ses infrastructures. Mais les autorités qatariennes ont émis des titres de séjour temporaires et les entreprises se sont engagées à donner des salaires décents et un logement. Ce qui manque ici, c'est une organisation, un cadre qui définisse des règles claires. Es un orden, una organización, un esquema que tenga las reglas del juego claras. Alors dans le cas du Qatar, cette politique a aussi donné lieu à de graves violations des droits humains. Obviamente tomando las buenas prácticas, porque el sector empresarial. Bien sûr, il ne faut garder que les bonnes pratiques. Malheureusement, le secteur patronal est vorace dans tous les pays du monde. Et si l'État ne régule pas, les patrons n'auront malheureusement jamais une attitude d'autorégulation. Je pense que l'État dominicain a parfois eu la faiblesse de ne pas réguler suffisamment. Cela peut arriver, mais il faut se montrer ferme, car ces lacunes font que les franges les plus vulnérables de la population, haïtienne mais aussi dominicaine, se retrouvent prises au piège. Et le journaliste dominicain Miguel Sandoval avec Théo Conscience. RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques. Et on reste sur le thème de l'immigration.